Quand on pense à la grenade, beaucoup ont cette image, ce qui vous coûterait quelques chicots dans la vraie vie. C'est l'arme du fantassin par excellence, simple, brutale, efficace. Aujourd'hui, on va décortiquer l'histoire complète de la grenade à main. Du pot en argile rempli de feu au système sophistiqué d'aujourd'hui. On va parler de la Mills Bomb, du presse-purée allemand, de l'ananas américain et bien d'autres. Installez-vous, c'est parti. Pour trouver l'ancêtre de la grenade, il faut remonter bien avant les poudres modernes. L'idée de lancer un projectile explosif ou incendiaire à la main n'est pas d'aujourd'hui. Dès le 8e siècle, l'Empire byzantin utilisait des jarres en céramique remplies du fameux feu grégeois. L'hypothèse la plus probable est qu'elle était remplie de pétrole ou de nafte, bien que d'autres évoquent des mélanges de résine de pain, de nafte, d'oxyde de calcium, de soufre ou du salpêtre. C'était essentiellement des cocktails Molotov primitifs. On les jetait sur des navires ou sur les troupes ennemies pour semer la panique. Mais la véritable grenade d'explosifs naît en Chine, sous la dynastie Song, autour de l'an 1000. Les Chinois maîtrisent déjà la poudre noire. Ils créent alors une coque en fonte remplie de poudre noire et de grains de métal, avec une mèche adaptée en fonction de la distance de lancer. Ils appellent ça le tonnerre qui secoue le ciel. L'Europe découvre ça un peu plus tard. Le mot grenade apparaît en France à la fin du XVIe siècle. Pourquoi grenade? Tout simplement à cause du fruit. Quand vous ouvrez ce fruit, il est rempli de graines, tout comme les premières bombes en fonte étaient remplies de poudre et de grains de métal. La ressemblance était frappante. Au XVIIe siècle, sous Louis XIV, la grenade devient une affaire sérieuse. C'est une simple sphère en fonte avec une mèche qu'il faut allumer, ou une mèche lente tenue à la main. C'est extrêmement dangereux. Il fallait être grand, fort et courageux pour courir vers l'ennemi, introduire la mèche lente en plein combat, et lancer ce boulet de canon miniature assez loin pour ne pas se faire sauter soi-même. C'est là que naissent les grenadiers. Même quand la grenade est tombée en désuétude, le titre grenadier est resté synonyme d'élite. Mais au milieu du 19e siècle, la grenade disparaît presque des champs de bataille. Pourquoi? Parce que les fusils deviennent plus précis et tirent plus loin. S'approcher à moins de 30 mètres pour jeter une bombe devient du suicide. On pense alors que la grenade est une relique du passé. Il faut attendre la guerre russo-japonaise de 1904 pour voir son retour. Mais c'est vraiment la Première Guerre mondiale qui va faire de la grenade la reine des tranchées. Au début de 14-18, personne n'est prêt. Les soldats fabriquent des grenades artisanales avec des boîtes de confiture. Elles étaient composées d'une enveloppe interne remplie d'explosifs et d'une enveloppe externe contenant des fragments métalliques ou des billes d'acier. On trouvait également jusqu'en 1916 le pétard raquette, utilisé par les Français, fabriqué à partir de matériaux récupérés sur le terrain, contenant de l'explosif introduit dans un tube en fer et lié par un fil de fer à une longue planchette de bois pour en améliorer la portée de tir. Un clou déclenche une amorce qui allume la mèche pour ensuite être jeté sur l'ennemi. C'est là que l'ingénierie moderne intervient. 3 modèles légendaires vont devenir le standard. La Mills Bomb du Royaume-Uni, créée par William Mills en 1915. C'est la première grenade à fragmentation moderne. Elle introduit le concept de la goupille et de la cuillère. Tant que vous tenez la cuillère, rien ne se passe. Quand vous jetez la grenade, la cuillère saute et la mèche à l'intérieur de la grenade s'allume. 4 secondes plus tard, boum! C'est le modèle numéro 5, puis le fameux numéro 36. En 1915, la France sort également la grenade F1. Une grenade lourde, en fonte, avec un quadrillage extérieur censé prédécouper les éclats. Même si on a découvert plus tard que la fonte se brisait de façon aléatoire. C'est l'archétype de la grenade défensive. En Allemagne, on a la fameuse Chill Hand Grenade, connue aussi sous le nom presse-purée, produite de 1915 jusqu'en 1943. Elle utilisait un système d'allumage par friction. Il fallait tirer une ficelle située dans le manche pour enclencher le système de mise à feu. Contrairement aux Alliés, les Allemands montent la tête de la grenade sur un manche en bois. L'avantage, on la lance beaucoup plus loin. L'inconvénient, moins d'éclat. Elle compte plus sur le souffle que sur la fragmentation. Arrive la Seconde Guerre mondiale, les concepts sont affinés. Côté américain, on a l'icône absolue, la MK2, surnommée l'ananas. Pourquoi cette forme quadrillée? On pensait à l'époque que les rainures aidaient à créer des éclats réguliers. En réalité, ça donnait seulement un meilleur grip pour la tenir. Mais ça ne changeait rien à l'explosion. Elle était lourde, dangereuse, mais fiable. Côté allemand, on garde la grenade à manche modèle 24 et la modèle 23. Côté japonais, eux, on la type 97. Tristement célèbre car elle devait être percutée sur une surface dure comme un rocher ou un casque de combat pour écraser un mince bouchon en laiton qui enclenchait le système de mise à feu pour ensuite être relancé. C'est aussi l'ère des grenades anti-char comme la Gammon Bomb britannique ou la Panzerfaustmine allemande qui utilisait un emprenage flexible destiné à assurer une trajectoire balistique correcte jusqu'à la cible, devant heurter perpendiculairement le blindage. Sa charge creuse pouvait percer jusqu'à
jusqu'à 150 mm de blindage en conditions idéales. Après la guerre, on réalise un truc. Les grosses grenades en fonte, comme la MK2, sont trop lourdes, et les éclats volent trop loin, parfois jusqu'à 200 mètres, ce qui est dangereux pour le lanceur lui-même. On change de technologie. On passe à la tôle d'acier lisse, avec à l'intérieur un corps en acier pré-entaillé. Cela nous donne la M26 américaine, pendant la guerre du Vietnam. Puis l'actuelle M67, elle aussi américaine, plus légère, plus fiable, avec un rayon de létalité de 15 mètres, très précis. Côté soviétique, on a la RJD-5. C'est une grenade en forme d'œuf, comme celle-ci. Le principe de fonctionnement est le même que les autres grenades. Une fois la goupille enlevée, la cuillère saute, un système à percussion vient taper l'amorce, ce qui met le feu au retardateur, et au bout de 3 à 4 secondes, le détonateur pète, ce qui fait exploser la charge de TNT ici en jaune. Aujourd'hui, quand on parle de grenades, il faut savoir de quel type on parle. Il en existe deux grandes familles. Les défensifs, comme la F1 ou la M67, elles sont faites pour tuer par fragmentation. Le rayon de danger est supérieur à la distance de lancer. On la lance que si on est à l'abri, derrière un mur ou dans un trou. Les offensifs, comme la MK3A2, elle a très peu d'éclat, elle tue ou elle assomme par la surpression. On l'utilise quand on attaque à découvert pour ne pas se blesser soi-même. Et il y a aussi les grenades spéciales. Les grenades à fumigène comme la M18 pour créer des écrans de fumée ou signaler une position. Les grenades incendiaires comme la AN M14 à base de thermite. Elle ne fait pas boum, elle fond. Elle brûle à plus de 2000 degrés pour détruire de l'équipement ou des canons. La grenade flashbang, comme la M84, elle produit un flash aveuglant et un bruit de 170 décibels pour désorienter sans tuer. Utilisé notamment par le GIGN ou le SWAT. L'humain a toujours voulu lancer plus loin. C'est frustrant d'être limité à 30 ou 40 mètres. Dès la Première Guerre mondiale, on a inventé les grenades à fusil, comme la grenade VB, pour Vivian Bessières, son inventeur. Elle était tirée avec un fusil Lebel, équipé d'un emboutron long fixé sur le canon. Elle était lancée en tirant une cartouche normale. La balle passait par un tube au centre de la grenade. En passant, elle enfonce un percuteur qui écrase une amorce, provoquant la mise à feu de la fusée retardateur interne. Ce dernier provoque la mise à feu de la charge explosive environ 8 secondes plus tard. Les gaz générés par le tir de la cartouche suffisent à propulser la grenade. Puis sont arrivés les lanceurs dédiés. Le célèbre M79 de la guerre du Vietnam, puis le M203, le tube qu'on retrouve sous le M16, et aujourd'hui le MK19, qui est carrément une mitrailleuse à grenade. On ne lance plus à la main, on tire des obus de 40 mm à 400 mètres. De la jarre en terre cuite à la sphère de haute technologie calibrée au millimètre, la grenade a traversé les millénaires. Elle reste malgré tout la technologie moderne de dernier recours du soldat, quand l'ennemi est tout proche. Dites-moi en commentaire le modèle de grenade que vous préférez, laissez un petit pouce bleu, boostez la vidéo et abonnez-vous. À la prochaine, ciao!